Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de cette nouvelle émission spéciale comics de Star Trek pour les nuls, le podcast. Aujourd'hui, Dragor et moi allons aborder chacun un comic Star Trek et vous donner nos avis dessus. Comment vas-tu, Dragor? Bah très bien, ouais, un peu fatigué, mais ça va le faire. Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Alors, comment est-ce que tu veux qu'on procède? Parce qu'au final, on a commencé à en parler en off et finalement, on n'a pas pris de décision. Est-ce que tu veux commencer? Bah écoute, oui, allez, c'est parti, c'est la fête. Eh bien, je t'en prie. Alors, je vais vous parler d'une série de comics qui s'appelle Star Trek Klingons Blood Will Tell, qui est en fait la deuxième série de comics publiée par IDW, qu'ils ont acquis les droits de publication Star Trek en novembre 2006. Ils ont fait une première série et ensuite ils ont directement fait celle-là, qui a été publiée d'avril à septembre 2007. Elle a pas mal marché, elle a été éditée en TPB en novembre 2007. Alors par quoi je commence? Je commence par parler de l'histoire ou parler des gens qui l'ont fait? On va parler des gens d'abord. Oui. Alors donc au scénario, on a les frères Scott et David Tipton. J'espère que ça se prononce comme ça. Alors Scott Tipton, c'est un historien des comics. Il publie des essais hebdomadaires sur l'histoire de l'industrie des comics sur sa page web qui s'appelle Comics 101. Alors j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais ça a l'air assez intéressant. Donc deux frères au scénario, en tout cas deux personnes qui collaborent sur un scénario, on leur pose toujours la question comment ils se répartissent le travail. Et quand on leur a posé la question, ils ont répondu Scott écrit les noms et David écrit les verbes, et pour tout le reste, on tire à pile ou face. Donc c'est des gens qui manquent pas d'humour. J'ai beaucoup aimé. Donc ils sont assez prolifiques, hein. Ils ont scénarisé une douzaine de comics Star Trek, donc Et oui. tous chez IDW. Et notamment Star Trek la planète des singes, que je vais probablement traiter un de ces jours dans ces micros. D'accord, il y en a d'autres aussi que j'ai noté particulièrement. Il y a le crossover The Next Generation Doctor Who. Du coup, Oui. ça fait deux crossovers Mhm. dont j'aimerais bien parler à un moment donné ou autre. Ah ben. Et deux des Alien Spotlight, celui sur les Gorn et celui sur les Orions. J'ai pas réussi à trouver s'ils avaient fait d'autres choses en dehors de Star Trek. Ben, ils ont fait un autre crossover entre la planète des singes et Tarzan. Je sais pas, D'accord. ils aiment bien les singes peut-être. Ok, bah t'as trouvé plus d'infos que moi, parce que c'est vrai que j'avais pas trop, voilà. Et alors au dessin, on a David Messina, donc qui est un auteur qui est un dessinateur qui est originaire de Rome et qui a commencé sa carrière en faisant des comics érotiques qui étaient publiés en Italie, en Espagne, et en France. Ensuite, il a fait plusieurs comics, enfin il a un peu percé aux États-Unis, il a fait plusieurs comics basés sur la série Angel, le spin-off de Buffy. Et il a fait un peu moins d'une dizaine de comics Star Trek. Il y en a pratiquement autant qui se passent dans la Kelvin Timeline et dans la Prime Timeline. Et il a fait trois autres collaborations avec les frères Tipton. Il y a l'Alien Spotlight sur les Gorn, Star Trek The Next Generation Intelligence Gathering et Spock Reflection. Alors à la couleur, on a Hilaria Traversi, qui a travaillé sur 6 comics qui ont tous été dessinés par David Messina. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler. Globalement, c'est un comics qui est fait par des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Alors comme c'était que le deuxième de IDW, c'est peut-être plus l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont dû bien s'entendre sur celui-là, donc du coup ils ont plutôt facilement travaillé ensemble sur d'autres. Et au lettrage, on a Neil Uyetake, j'espère que je le prononce bien, et si je le prononce mal, désolé, Je pense qu'il ne t'en voudra pas. qui a fait du lettrage, ouais, il faut déjà qu'il nous écoute, qui a fait du lettrage sur une vingtaine de comics Star Trek. Donc un habitué de Star Trek aussi, quoi. Voilà, alors, c'est un comics dont je parlais
dans une émission précédente, parce que je venais de finir de le lire et du coup voilà. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, donc je voulais en parler plus avant. Donc il y a eu cinq numéros en fait qui forment une histoire complète. Donc en 2293, peu après l'explosion de Praxis, il y a un membre du Haut Conseil Klingon qui s'appelle Kanra. Il doit faire son choix parce que le Haut Conseil va voter pour savoir si l'Empire accepte de négocier avec la Fédération des Planètes Unies pour une alliance ou s'ils refusent leur aide et qu'ils essaient de se débrouiller tout seuls, en gros. Sa voix va avoir un certain poids, en fait, parce qu'il y a à peu près moitié-moitié de gens pour et de gens contre. Et du coup, il veut vraiment pas se tromper, et donc il réfléchit et il en parle avec sa fille, dont j'aurais dû noter le nom. Ouais, alors, oui, Kansori, Kanra, Kansori, bref. Excuse-moi. D'accord. Désolé, on est tous les deux fatigués et ça va être le soir des blagues nulles. Vas-y, je t'en prie. Ouais, comme si les autres fois on faisait pas de blagues nulles. C'est pas crédible. Non, mais en plus je devrais m'en souvenir parce que j'ai eu un problème avec ce nom. J'en parlerai après. Et donc du coup, pour prendre sa décision, il va réfléchir aux relations qu'il y a eu entre la Fédération des Planètes Unies et l'Empire Klingon par le passé, pour essayer de faire le point, se dire est-ce qu'ils sont capables de s'entendre ou pas. Et donc, avec sa fille, il va parcourir des archives, il va aller discuter avec des anciens, des Klingons qui ont connu certaines choses. Le fil rouge, c'est Blood-Will-Tell parce que c'est toujours des ancêtres à eux. Qui ont été présents dans les équipages qui ont rencontré les humains. Et donc ça va être le fil rouge qui va réunir un ensemble d'histoires qui vont reprendre les 5 épisodes de la série originale avec des Klingons, mais vu du point de vue des Klingons. Ah ouais. Donc c'est assez intéressant parce que du coup c'est justement les comics que j'apprécie souvent, c'est les comics qui essayent de sortir un peu du cadre, on va dire fédération, personnages iconiques des séries, etc. Là ça en sort pas totalement parce que ça colle complètement aux épisodes et d'ailleurs c'est un peu dommage, mais d'un autre côté c'est intéressant, ça apporte voilà le point de vue Klingon sur ces événements et c'est assez bien fait et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir vu les épisodes pour comprendre l'histoire et pour apprécier l'histoire du comics. Donc ça, je trouve que c'est un assez bon point. C'est pas comme quand on parlait de la série Starfleet Academy des années 90. Ouais. L'épisode qui se passe en parallèle avec des épisodes de Deep Space Nine, si tu les as pas vus, tu comprends rien. Mais là, c'est pas le cas. On comprend, je pense en tout cas, que ça se comprend très bien sans avoir vu les épisodes. Voilà. Mais voilà, ce que donc je regrette qu'on se détache pas encore une fois, comme dans tous les comics, qu'on n'arrive pas à se détacher des séries. Alors qu'il y a tellement de choses à faire dans l'univers de Star Trek, c'est pas la première fois que je le dis. Mais j'apprécie quand même vraiment l'effort qui a été fait de pas être dans l'anthropocentrisme, quoi. C'est vraiment l'histoire des Klingons, pas l'histoire des humains qui rencontrent des Klingons, quoi. C'est vraiment le point de vue, ça change, quoi. C'est un peu plus sympa. Il y a un peu ça dans la série d'Alien Spotlight, mais c'est pas toujours aussi présent. J'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté le premier, là, le numéro 0, là, sur les Borg, parce que j'aime beaucoup le dessinateur, mais ouais, il faudrait qu'on en parle un jour, je pense, que ça peut valoir le détour. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dès le départ, dès l'intro du comics, il réexplique en fait, et du coup il l'assume complètement, les événements du diptyque d'Enterprise, Affliction, Divergence. Il parle du changement d'apparence des Klingons qu'il y a entre du coup le 22e siècle et le 23e siècle et le 23e siècle et le 24e siècle. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que du coup tout le long de la série du comics, on va avoir des Klingons infectés, donc avec l'apparence des Klingons de la série originale, qui va en côtoyer des Klingons qui n'ont pas été infectés, et donc du coup qui sont sains et qui ont l'apparence des Klingons du 23e siècle, du 24e siècle des séries. C'est vachement sympa. Tu peux juste rappeler en quelle année ça a été publié ? Ça a été publié en 2007. Ouais, c'est ça. D'avril à septembre 2007. Ouais, donc oui, Enterprise venait de passer. Enfin, venait depuis un petit moment. Mais... D'accord, ouais, ok. Ça faisait 2 ans que ça avait été annulé, quoi. Mais... Ouais. Voilà. Non, mais on avait eu l'explication, quoi. Okay. Ouais, mais justement, ils ont assumé ça et c'est vraiment appréciable.
Alors les dessins de David Messina, ils sont pas désagréables, hein, c'est sympa, il y a quelques fulgurances, quelques cases qui sont vraiment sympas, mais c'est assez inégal quand même, hein. Il y a beaucoup les proportions varient beaucoup. Des personnages qui passent de trapus à à grand maigre, enfin c'est un peu ouais, c'est inégal quoi. Il semble avoir un problème pour dessiner les armes Klingon, les bat'leth et les mech'leth, qui sont toujours complètement déformés. Alors je comprends, c'est quand même pas des formes qui sont faciles, mais il n'arrive pas à les dessiner en perspective en fait. Donc quand il essaie de faire la perspective sur les armes, ça ressemble à rien. Et du coup, d'une case à l'autre, elles se ressemblent pas. Donc t'as l'impression qu'en fait elles sont toutes molles et qu'elles changent de forme en permanence, hein. C'est assez voilà. C'est peut-être en fait des cosplays de Klingons qui ont des armes en mousse. Non, les armes en mousse, elles font pas ça. Je sais de quoi je parle. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui ai fabriqué les miennes. Donc, et quand je dis inégal, ça veut dire qu'il y a des cases qui sont, mais il y a aussi des cases qui sont très jolies. Donc voilà, mais c'est pas gênant à la lecture. Enfin, je veux dire, ça repousse pas. C'est quand même pas désagréable à lire non plus, quoi. C'est vraiment parce que voilà, j'ai vu mieux, quoi. Voilà. Et puis bon, il a quand même d'autres qualités. Un truc que j'ai particulièrement apprécié dans le dessin, c'est que il a repris les costumes des Klingons de la série originale, mais il les a dessinés comme ce que les costumes de la série originale sont censés évoquer, et pas comme ce qu'ils rendent vraiment à l'écran. C'est-à-dire qu'à l'écran, ils ont une espèce de haut, en espèce de sous-vinyle qui est de couleur métallisée, pas très bien réussi et avec des légères stries qu'on voit pas très bien d'ailleurs. Et là, lui, il en a fait au dessin des vrais plastrons lamellaires en métal. Et ça rend super bien. Et c'est un truc tout bête, mais ça les rend du coup. Ça enlève tout le côté kitsch qu'il peut y avoir, qui est souvent critiqué sur les Klingons de la série originale. Et du coup, on voit qu'on peut les moderniser finalement avec pas grand-chose, simplement en reprenant le design et en représentant des matières plus noble, on va dire, entre guillemets. Et en plus, ça a l'avantage de faire un lien beaucoup plus visuel avec les Klingons du 24e siècle et leurs armures. Parce que dans l'idée générale, c'est aussi des armures lamellaires. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Le découpage, par contre, il est bien maîtrisé, je trouve. Le découpage des cases est assez bien fait, c'est assez dynamique. La narration est bien fluide. Euh, L'histoire est assez cohérente. Et alors, à part un point dont je vais parler quand même, mais à part ça, l'histoire est très cohérente envers elle-même et envers le canon. C'est-à-dire que les épisodes qui sont repris, ça colle vraiment à ce qu'il y a dedans, ça contredit pas ce qu'il y a dedans, ça reste logique. Et ça, c'est vraiment bien. Mais il y a un détail, c'est dans le... Je sais plus quel numéro c'est, j'aurais dû les prendre avec... L'épisode sur les tribules. Ouais. Donc dans l'histoire, je vais spoiler, hein, dans l'histoire de l'épisode, en fait, il y a un Klingon qui est infiltré sur la station pour les espionner, et à la fin, il se fait voir comme étant... alors, c'est pas vraiment une incohérence, c'est juste que je trouve ça complètement débile. Enfin bref, donc grâce aux tribules qui testent les Klingons et qui ont des réactions agressives envers les Klingons, les membres de l'équipage s'aperçoivent que c'est un Klingon déguisé en humain, quoi. Et donc dans ce comics, ils prennent un Klingon qui est pas infecté, donc qui a des grosses arêtes frontales, qui est plutôt baraqué, et il altère chirurgicalement, en mode bien violent quand même. Je me rappelle plus exactement ce qu'ils lui font subir, mais c'est genre sans anesthésie. Il lui passe les arêtes frontales à la disqueuse limite. Enfin, c'est un peu trash. Et C'est gratuit. Surtout que... ben, ça me gêne pas en soi, mais en fait c'est complètement con parce ils auraient pu prendre un Klingon infecté, il ressemble quasiment à des humains, quoi. Fallait lui refaire les sourcils et c'était réglé, quoi. Et ben voilà. Et du coup, je trouve ça débile en fait Ouais, d'avoir mais pris un c'est... Klingon sain pour le mutiler pour qu'il ressemble à un humain. En plus, t'as toute une histoire sur le fait que il fait ça en sacrifice pour l'Empire, parce qu'il trouve ça très important. Il sait qu'il pourra jamais reprendre son apparence d'avant. Et en fait, bah voilà, ils auraient juste pu prendre un infecté et c'était bon, quoi. Enfin, Et justement, peut-être que là, le sacrifice est d'autant plus grand vu qu'il subit une altération physique. ouais, mais en fait, si tu veux, il a été choisi lui sans raison valable. Enfin, il n'y a pas de raison qui explique que ça soit lui qui soit choisi pour cette mission plutôt que quelqu'un qui ressemblerait pas à un humain, quoi. Enfin, qui ressemblerait à un humain. Donc c'est très bizarre.
Je trouve ça, je sais pas, t'as l'impression qu'ils se sont dit qu'ils ont pas réfléchi, j'en sais rien. C'est dommage. Mais bon, c'est le seul point. C'est vraiment le seul point que j'ai noté et pourtant je suis assez exigeant. Donc ça veut dire que tout le reste est bon et malgré ça, j'ai vraiment passé un bon moment à les lire. Peut-être que Et c'est donc, lorsqu'ils ont tiré la fameuse pièce pour faire pile ou face, c'est tombé sur arrête, c'est ça. et ils se sont dit, bon ben, on Ils va ont fait choper quelqu'un scénariser dans ça la par rue. des Larentin. Oui, vas-y, vas-y, excusez-moi. Et donc, dernier point, le premier tome de cette série a été traduit en Klingon. Et alors, il n'y a pas beaucoup de comics qui ont été traduits en Klingon. Je crois qu'il y en a 3, si je dis pas de bêtises. J'ai oublié de le noter. À ma connaissance, il y en a pas plus de 5, quoi. Et à chaque fois, c'est un seul numéro. Il n'y a jamais eu de série complète traduite. Alors, le tome 1, il est indépendant, hein, parce que c'est pas grave si tu connais pas la décision du conseil à la fin, ça n'a pas vraiment d'importance. Et alors oui, et donc du coup, je parlais du nom de la fille de du membre du conseil. Je parle de la fille et de son père, mais en fait c'est pas son père, c'est son grand-père, et donc c'est sa petite fille. Et donc j'ai retrouvé son nom, c'est Ka-Aline. En fait, j'ai bloqué pendant une demi-heure à essayer de comprendre ce que voulait dire ce mot. J'étais là, bon, c'est pas un nom, alors ça doit être un verbe. Sauf que c'est pas un verbe, ou alors si, c'est peut-être un verbe, mais alors le préfixe qu'il y a devant, il veut rien dire. J'ai galéré, en fait c'était son prénom. C'est voilà. Parce qu'en fait en Klingon, c'est pas comme en français où tu mets des majuscules au nom propre. Non. Et donc du coup t'as pas de graphiquement, il y a rien qui te dit que c'est un prénom en fait. Et du coup bah Et oui, du j'ai coup, galéré, je suis allé demander sur le groupe d'apprentissage du Klingon. Et puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, quelqu'un m'a dit mais c'est pas possible. Enfin, et du coup je suis allé voir parce que j'ai acheté la version en anglais, j'ai acheté la version en Klingon. Je suis allé voir dans la version anglaise, j'étais là putain c'est un prénom. c'est Voilà marrant. donc s'il y en a qui veulent se lancer dans le Klingon, faites attention aux prénoms. Et autre point, il y a une faute de frappe dedans. Alors, il n'y en a qu'une seule, donc c'est vraiment et il manque une apostrophe sur un mot. Et du coup ça change le sens. Enfin non, ça fait qu'il veut plus rien dire. Et pareil, j'ai eu un peu de mal avec ça, et parce que je suis débutant, parce que les gens quand j'en ai parlé, les gens qui ont l'habitude, ils ont tout de suite vu que de quel mot c'était en fait. Ils l'ont reconnu, ils ont dit ah bah là il manque un apostrophe. Voilà. Donc il y a juste ça à savoir. Et s'il y a des débutants en Klingon, pour relier avec le thème Star Trek pour les nuls, qu'ils ont lu le dictionnaire Klingon, qu'ils ont compris la grammaire de la langue et sa syntaxe, je pense que c'est un bon moyen pour débuter. Il y a pas mal de tournures de tournures de phrases qui sont intéressantes à apprendre dedans, et qu'on comprend en lisant. Et après, bah évidemment, forcément, c'est le vocabulaire qui joue. Hein. Tu vas toujours chercher, enfin les mots, voilà. Mais c'est un bon outil pour progresser en Klingon, je Ok. pense. Après, faut être patient, quoi. Faut être patient, faut chercher les mots, faut chercher les préfixes et les suffixes parce qu'en général, tu les connais pas par cœur, surtout quand tu débutes. Déjà, moi, je débute pas, je les cherchais souvent parce que voilà. Mais t'as une espèce de fierté à dire, bah, j'ai compris la phrase, quoi. J'ai compris ce que ça veut dire. C'est super satisfaisant. La traduction est vraiment sérieuse. Ça a été fait par des membres du Klingon Language Institute. Donc voilà, c'est vraiment à conseiller. Donc pour conclure, voilà, c'est un comics que je conseille, que ce soit dans sa version en anglais ou sa version en Klingon. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une traduction en français, mais Ben, je pense que normalement IDW est traduit en français soit par Delcourt, soit par euh, par Delcourt en fait, c'est tout. Et j'en ai pas trouvé. j'ai l'impression que ça les intéresse pas du tout. Ah oui. Et alors qu'il y a de quoi faire parce que, enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de choses à traduire et je pense qu'il y aura un petit public. Bon, c'est sûr que voilà. Mais bon, ils se sont fait chier entre guillemets à traduire la série Retour vers le futur, qui est un concept anthologique, tu sais, de chaque numéro une petite histoire. Et je pense vraiment pas qu'ils fassent des milliers de ventes avec ça, mais ils veulent pas traduire Star Trek. Peut-être que IDW veut pas laisser les droits pour cette série aussi, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est très dommage.
Bah, surtout qu'ils ont quand même, ils ont publié du Star Trek, mais je crois que c'est pratiquement que de la Kelvin Timeline Ah en bon? français. Bah, il me semble bien que Countdown, c'est bien Oui, ADW, oui, mais non, il y a que Countdown il est et sorti en Countdown français. to Darkness. Il y a que les deux Il y a que mini-séries ces qui ont deux-là? été traduites, ouais. Enfin, si je Ah dis oui, pas de bêtises. il y a même pas la série suivante. D'accord, non, mais c'est Pas la possible, série hein, complète, non. Ouais, c'est sûr et d'accord. certain, puisque je la lis en anglais parce que je n'ai pas réussi à la trouver en français. Ah voilà, comme toujours les comics Star Trek, c'est un peu obligatoire de doubler quoi pour y passer. Bon, après, Et enfin, d'ailleurs, ça peut être un bon outil pour apprendre l'anglais. S'il y a des fans de oui, Star voilà. Trek qui sont pas très bons en anglais et qui veulent progresser, c'est pas un anglais hyper complexe, Non. donc ça se lit bien quoi. Ah oui, alors est-ce que je vais la retrouver? Je voudrais faire une mention spéciale pour une couverture. Alors je crois que c'est une couverture alternative, mais je suis pas sûr. Donc celle du 5e comics. Ah non, c'est la cover A, donc c'est celle de base, qui est de David Messina. Et quand je dis que c'est inégal, c'est celle-là, cette couverture, elle est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment trop belle. Il y a la fille du membre du Haut Conseil qui est face au lecteur, qui a les mains couvertes de sang, avec une attitude un peu suppliante. Et derrière, t'as son père qui tient dans sa main droite un batelet, dans sa main gauche qui a une colombe en train d'atterrir sur sa main gauche, un peu dans la même position que les allégories de la justice. Et encore derrière, qui surplombe le tout, il y a le chancelier Gorkon qui est à l'initiative de la volonté de paix, quoi, et du vote. Et elle est vraiment super belle. La composition est magnifique, le dessin est super bien maîtrisé. Je l'ai imprimé, je l'ai affiché. Ouais, c'est pour dire. Ok. Moi aussi, en fait, j'ai un comic book dont le premier numéro a été publié en Klingon. Donc la série dont je vais vous parler s'appelle Manifest Destiny. Elle se passe dans la Kelvin Timeline et elle a été publiée en 4 épisodes, donc c'est une mini-série, et elle a été publiée en 2016. Voilà, je sais pas si ça faisait partie de la liste des séries que tu avais vues qui avaient Ouais. été publiées en Klingon. Ouais, oui. J'étais, J'ai pas trouvé de liste en fait. Hein. ah, J'en ai croisé plusieurs, mais ouais. J'étais surpris en fait. Quand je l'ai reçu, il y avait marqué et bonus spécial, le premier numéro en version Klingon. Bref. Donc Star Trek Manifest Destiny, écrit par l'équipe habituelle de la Kelvin Timeline, Mike Johnson et Ryan Parrott, qu'on avait retrouvé sur Starfleet Academy, et au dessin Angel Hernandez, qui avait magnifiquement œuvré sur Star Trek Spectrum War, dont j'avais parlé en solo. Et à la colorisation, nous avons Esther Sands et Doug Garbark. Je sais pas trop comment on prononce. Ça fait très Klingon, juste ça. Dans cette histoire, nous avons l'Enterprise qui répond à un appel de détresse de Starfleet. Et une fois arrivé sur place, en fait, il rencontre un vaisseau Klingon et suite à de courtes péripéties, en fait, les officiers supérieurs se font séparer, se trouvent sur 2 groupes distincts. Et donc, en fait, l'histoire suit l'avancée de ces 2 groupes dans l'affrontement des Klingons. Et donc, on a dans un premier temps Bones, Uhura et Sulu avec Zara. Je sais pas si tu connais Zara. Il y a non, ça me dit rien alors comme ça. il y a une des rares choses qu'a bien fait Mike Johnson, c'est Zara et Kai. Ce sont deux personnages je viens de me rendre compte que Zara Kai ça fait comme dans la saga MP3 Zara Kai. Ah oui, Enfin bref. le nain Oui voilà. Reflet d'acide. refait d'acide. Donc Zara et Kai, en fait, ce sont des crewmen de comment ils s'appellent, des red shirts là d'action qui sont là pour le combat. Sécurité. Ouais, des officiers de sécurité. Zara, je crois que c'est une humaine, je suis pas certain, mais je pense. Et Kai, c'est un Orion, donc c'est un grand baraque tout vert. Bref. Et donc il y a ce premier groupe avec Bones, Uhura, Sulu et Zara qui est mené officiellement par Sulu. Mais en fait, on suit surtout McCoy au centre de l'histoire. Et de l'autre côté, on a Kirk, Spock, Chekhov, Scotty et Kai. Et une fois de plus, en fait, comme on avait vu sur Starfleet Academy, l'histoire
on a deux histoires vachement inégales en fait. D'un côté, on a Bones et son groupe qui se retrouvent prisonniers d'une Klingon et qui essaye avec la Klingon de destituer le capitaine du vaisseau Klingon parce que la Klingon considère qu'il a perdu son honneur. C'est pas un spoil, ça se devine dès la deuxième page où on la voit et c'est expliqué dès la première rencontre avec la Klingon. Et cette histoire en fait est relativement trekkienne. C'est-à-dire qu'on a la découverte des coutumes, de la mentalité, de la culture Klingon, et via les yeux de Bones, qui se comporte comme le Bones de la Kelvin Timeline, tu vois, comme un connard, quoi. et du coup, en fait, il est en permanence en train d'insulter les Klingons, en train de les traiter c'est même pas il les insulte, c'est pas qu'il les traite de quoi que ce soit, il est tout le temps en train de dire qu'ils vont faire des choses mal. Et justement, en fait, les Klingons lui répondent même plus. Voilà, au début, ils lui répondent vite fait en lui disant non, c'est pas notre but. Et puis très rapidement, en fait, il y a une phrase, j'aurais dû la noter comme il y a une phrase où un Klingon dit à McCoy, je vais pas le retrouver. Je sais plus. Il lui dit mais tu te rends pas compte que c'est toi le sauvage pour nous. Et c'est pas mal. Et donc McCoy prend une grosse claque et j'ai trouvé ça super sympa. Et d'ailleurs, c'est une histoire dans laquelle il n'y a pas de méchant. Parce qu'en fait, on suit un groupe qui veut atteindre un but. Donc ils ont des péripéties, ils ont certains Klingons qui sont contre le fait de se rebeller, de se mutiner. Ils ont pas mal de dialogues, mais il n'y a pas de méchant façon Kelvin Timeline. J'ai trouvé ce côté-là vraiment, vraiment très intéressant. Et surtout que le rendu de l'honneur Klingon est franchement pas dégueulasse. Et à côté de ça, justement, on a le méchant principal de l'émission, de l'émission, n'importe quoi, de l'autre groupe, qui est un cliché mais monumental. Et donc de l'autre côté, on a Kirk qui combat ce chef de guerre Klingon, là, ce capitaine. Et on a du piou 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 et du gna gna gna, je suis très très méchant. Et donc le capitaine Klingon s'appelle Shotok. Il y a un apostrophe entre Sho et Tok, je sais pas comment on le prononce. C'est un arrêt glottal. Il faut fermer le clapet du fond de la gorge à ce moment-là, sans avoir arrêté avant de faire sortir le son. C'est pas facile. D'accord. Et donc ce méchant, en fait, il est hyper lambda. C'est genre, c'est le cliché des Klingons quand tu connais pas Star Trek, tu vois. Il est méchant gratuitement. Il tue ses hommes à tour de bras. Deuxième page, bam, on le voit tuer un mec. Un de ces gars. Et tout le long du comics, donc c'est en 4 numéros. Oui, je l'avais dit. C'est en 4 numéros et dans chaque numéro, je pense qu'il bute un gars. Et il y a même un moment d'ailleurs où il tue tout un escadron de ces hommes, il les sacrifie. Ouais, c'est le méchant de dessin animé pour enfants, quoi. Voilà. Et genre, en plus, il y a un truc tout bête, mais il tient pas parole. Il dit à des gars, vous avez 1 heure pour réfléchir. Au bout de 10 minutes, il revient, il les tue tous. Et un de ses mecs, un de ses bras droits lui dit, mais tu leur avais donné 1 heure et ça fait même pas 10 minutes. Et il se retourne, ta gueule, et il tue. Enfin, c'est très cliché. Et bon, du coup, ça sert ça rend service à l'autre histoire parce que du coup, ça donne un prétexte à l'autre côté qui est beaucoup plus réfléchi. Voilà, on a ce personnage qui respecte pas l'honneur Klingon, il faut le destituer. Mais de notre côté, ça prend quand même la moitié du comics de nous dire qu'il respecte pas son propre honneur. Donc c'est très, très étrange. Au dessin, donc, Angel Hernandez. J'ai un très mauvais accent espagnol. On l'avait remarqué lors d'une émission précédente. Il fait des dessins très très beaux. Je l'avais déjà dit sur Spectrum War. Bien que là, je trouve mais je pense que c'est dû à la colorisation. C'est un petit peu trop lisse. Les expressions faciales, surtout de Kai, en fait, qui est un Orion. Il est ouvert tout le temps, mais ils lui ont pas fait de rides, ils lui ont pas fait, enfin bref, du coup, il a peu d'expressions faciales, je trouve. Et d'ailleurs, petit détail, Kai, c'est le frère de l'Orion que Kirk tripote dans le film de 2009. D'accord. Donc voilà, toujours des excuses pour essayer de tout relier tout le temps ensemble. C'est un peu dommage parce que ça aurait été cool de voir des Orions intégrés dans Starfleet. Enfin, moi je trouve ça
assez sympa. Le fait que ce soit un frère et une sœur, déjà c'est les deux seuls Orionais, ça se dit pas, mais c'est les deux seuls Orions qu'on a vus et enfin, comme par hasard quoi, ils sont frères et sœurs. C'est dommage. Ça fait un peu micro-univers. Ouais. Bah ouais, c'est un peu, c'est triste. Hein. Et Oui. il n'y a pas de dans les films de la Kelvin Timeline. Du coup, à quoi il ressemble? Est-ce qu'il ressemble à ceux d'Enterprise, très baraque, avec des gros bijoux un peu partout, ou Alors, il est très baraque, on le voit de temps en temps dans la série régulière, puis dans la nouvelle série régulière dans Bold Ego. Donc c'est un personnage qu'on voit de temps en temps. Il est très baraque, mais il a pas de tatouages faciaux. Oui, si, certains en ont. Il a pas de tatouages faciaux et il a pas de bijoux. Mais je pense que c'est parce qu'il fait partie de Starfleet. ouais. Ouais, oui, non, ça se tient. Ok, d'accord. Mais du Tu me coup, verras ouais, sa il sœur. ressemble à ceux de. Oui, il ressemble à ceux de Enterprise. Hein. Bah, ceux de Enterprise et ceux de TOS, il me semble. Enfin, je me rappelle pas avoir vu tant de différence. On voit pas d'hommes dans les. Ah oui, on voit que les esclaves. Ouais. Oui, c'est vrai. Bref, non, c'est cool. Après, bon, voilà, on l'utilise pas pour explorer les Orions. Hein. Peut-être dans les séries principales, dans des épisodes que j'ai pas lus, mais Ouais. là, il est juste là pour mettre un personnage de plus utile. Petit détail assez rigolo, j'ai noté. Le Klingon, le méchant, la Shotok, Shotok, il est albinos, orphelin, et il a pas de famille. C'est un chef de guerre albinos Il a pas de orphelin chance, qui a hein. pas de famille. Ouais. Et du coup, Et, c'est lui qui a inspiré Discovery, c'est ça? ben, je sais pas. Parce que la série est sortie en 2016, Discovery en 18, en 17, et peut-être pas, je sais pas. C'est le seul parallèle que j'ai trouvé parce que voilà, il y a pas, voilà, ils se ressemblent pas vraiment ces deux personnages, mais physiquement et dans le concept de base, ils se ressemblent. Euh, je sais pas. Tiens, d'ailleurs, vu que t'es un peu pro Klingon ici, tu vas peut-être me renseigner. En fait, on apprend dans l'histoire. C'est vraiment minime, hein, c'est juste pour resituer le concept. En fait, les Klingons n'ont rien à faire à cet endroit-là. Et en fait, la Klingonne, tiens, j'ai pas donné son nom. La Klingonne explique qu'en fait, ils sont tout un vaisseau de Klingons sans famille. Et en fait, pour leur donner un peu d'honneur, l'Empire leur a donné un vaisseau et les a envoyés explorer la galaxie dans le but de faire un maximum de combats pour revenir victorieux avec d'autres vaisseaux ou des planètes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans Star Trek ou... Non, non, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Sur le fait de pas avoir de famille, on sait dans TNG qu'il y a un rituel d'adoption, Mhm. parce que Worf adopte l'enfant d'une officier qui est morte en service sur Enterprise D. Oui. Et donc ouais, on sait que Kurn, alors gros spoil, quand sa mémoire est effacée dans Deep Space Nine, il est adopté par quelqu'un de la famille du général Martok. Donc je pense qu'en général, enfin, ça laisse à penser, en tout cas, qu'en général, un Klingon qui a pas de famille, il va être adopté par d'autres familles, quoi. Ouais, il est pas laissé... Quel que soit son âge, je quoi, pense. que ce soit un adulte ou un enfant. Voilà. Bon, après, évidemment, si personne peut le blairer, ça va être dur qu'il se fasse adopter, mais Mais t'es trop con, après, personne te... ça dépend peut-être des circonstances aussi dans lesquelles il se retrouve sans famille. Oui, si c'est dans le déshonneur. Détail, les Klingons sont designés vraiment très proches des Klingons originaux. Enfin, pas originaux, mais de Next Generation, Deep Space Nine. Ils ont juste les tenues et les casques de ceux du film de Into Darkness. Mais ils ont un visuel et un comportement d'ailleurs des années 90, quoi. D'accord. Je trouvais ça cool. En fait, tu veux dire qu'ils ont des cheveux? Ils ont des cheveux, ils ont pas des piercings partout sur les arêtes, quoi. D'accord. Des personnes. Ils ont pas l'air en chocolat. Et ils ont pas... Oh, ça c'est... Ah, non, c'est quand le premier trailer To Darkness était sorti, j'avais partagé une capture d'écran
j'ai un copain qui est pas fan de Star Trek, hein, qui m'avait publié un extrait d'une pub où tu vois quelqu'un qui est couvert de chocolat et qui court, et ça les fait penser à ça. Oh, c'est pas gentil. La texture de leur peau, en fait, t'as une espèce de Ben, tu vois, la texture pas la couleur, mais je pense que enfin, la texture de leur peau donne l'impression que c'est du chocolat, en tout cas à certaines personnes. Bah écoute, on aura l'occasion d'en reparler bientôt, puisqu'on va bientôt enregistrer l'émission sur Into Darkness. Mais je m'en souviens pas. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois, ce film, mais j'ai pas le souvenir. Après, on les voit 2 secondes, quoi. Ah oui, ça dure 2 secondes. Même moi, qui les connaissais pas vraiment à l'époque, j'étais là, mais c'est quoi pourquoi on fait tout un flanc pour... Enfin bref. La Klingon s'appelle Divash. Elle est pas... Voilà, ça te dit rien. Parce qu'en fait, Non, souvent, Mike Johnson utilise des personnages réels. Enfin, réels de la série originale. Et il les met dans d'autres contextes. Donc on avait eu le général Chan, le général Chan dans Spectrum War. D'accord. Dans Discovery Country, ouais. C'est le général Chang. Ouais, c'est ça. Oui. Et ben, enfin bref, on l'a vu dans un endroit qui n'a rien à faire avec lui, mais bon, bref. Mais écoute, j'ai pas grand chose en fait à dire. Tu vois, j'essaye de combler tant que je peux, parce que Manifest Destiny, c'est du Kelvin Timeline. C'est vraiment, franchement, je sais pas pourquoi ils en ont fait une mini-série en fait. Ils auraient pu le publier comme un arc en 4 épisodes de la série Ongoing, mais ils ont pas voulu. Bah écoute, je sais pas pourquoi. Bon, ça a permis de mettre un œil dessus particulier, mais enfin franchement, il se passe rien d'extrêmement particulier pour que ça ait le mérite d'être raconté tout seul. D'accord. Voilà. Et du coup, tu le conseillerais à des gens qui découvrent l'univers de Star Trek ou je le conseillerais à des gens qui veulent approfondir le Star Trek sans changer d'univers. Donc en restant dans la KTL, parce que Kirk, j'aurais dû le souligner ça. On retrouve le Kirk un peu proche du dernier film. de Beyond. De Beyond, beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi, moins rentre dedans. Bon, il hésite pas, voilà, il va au combat. Je sais pas trop quoi dire. C'est un Kirk que je trouve moins boldly, moins. C'est pas le Kirk de 2009 et d'Into Darkness qui rentre, qui est le premier à se lancer dans la bataille. Il est plus réfléchi, tout en gardant son enthousiasme que j'aime beaucoup dans la KTL. J'aime beaucoup l'enthousiasme de Kirk. Il est très très positif. Et autre point positif, mais ça qu'on retrouve dans toute la série Ongoing et dans Boldly Go, Sulu. Bon, le pauvre, il y est très peu en fait, mais quand il y est, il casse des culs. Il est vraiment important, et il est vraiment cool, et j'aime beaucoup ce que fait Mike Johnson de Sulu. Ça, je l'ai pas assez dit quand j'ai parlé des autres séries. Sulu est un personnage vachement apprécié de Mike Johnson, et du coup, il est chouette. Là, il est pas là parce qu'il est blessé, mais il passe pas pour un con. Contrairement à Chekhov, qui ne doit pas être vraiment très apprécié par Mike Johnson, qui est un peu débile, un peu neuneux. Bref. Voilà, donc pour moi c'est un semi bien. ça reste du comic book de la KTL, moins bien que Boldly Go, aussi bien que Star Trek 2009, la série. Beaucoup moins bien que Starfleet Academy, moins bien également que Spectrum War, mais ouais, si vous avez apprécié, continuez de lire. Si vous voulez découvrir, c'est peut-être pas le bon truc pour se lancer. Remarque, si, ça peut être le bon truc pour se lancer dedans, parce que ça coûte un bouquin, $20, ça fait 16 €. On a 4 histoires ici en franchement 1 heure et demie. Et on a de très très belles couvertures à l'intérieur, qui reprennent les films. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire. Écoute, alors, je sais pas si on l'entend. Il y a un petit pleur de bébé. Alors moi, je l'entends en tout cas. Écoute, je pense que c'est la bonne occasion pour mettre un terme à cette émission. D'accord. Je te souhaite une très bonne soirée, Dragor.
Bonne soirée à toi. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Je peux couper mon micro, je t'en prie, si tu veux parler, n'hésite pas. Non, j'ai rien à rajouter, très bien. Toi, de bien de tomber. Je sais pas ce qu'il a, pourtant il dormait bien jusqu'à présent. Écoutez, très chers auditeurs et auditrices, nous vous souhaitons une très bonne soirée. N'hésitez pas à commenter cette émission, à nous dire ce que vous avez pensé de ces comics si vous les avez lus, à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission si vous l'avez écoutée. Hashtag NoobTrek, hashtag NulTrek, les commentaires Facebook, YouTube. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Crap, là. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls.